Alors vous savez, c'est marqué dans le Passouk, à propos de la mitzvah de matzah, Ushmatem et matzot. Vous garderez les matzot. De là, on apprend qu'on doit prendre des matzot shmurot, d'accord, des matzot qui sont protégés de tout chametz. Maintenant, qu'est-ce que c'est une matzah? Une matzah, c'est de l'eau avec de la farine qu'on mélange, on pétrit, et puis au bout d'un moment, on doit la mettre au four. Si on la met pas au four, qu'est-ce qui va se passer? Elle va être marmite, elle va fermenter. Alors c'est quoi la fermentation? La fermentation, c'est que les enzymes contenus dans l'amidon de la farine, ils fermentent avec l'action de l'eau. C'est ça ce qui se passe au niveau chimique. D'accord? Donc vous avez de la farine, vous avez de l'eau, et l'eau, elle va agir sur la farine, et ça fait fermenter. À ce moment-là, la pâte, on dit, elle devient chametz. Ok. Maintenant, la farine, c'est quelque chose de bien. L'eau, c'est quelque chose de bien. Mais le mélange des deux, ça crée une pâte. Maintenant, la pâte, c'est quelque chose de bien aussi. Mais le chametz, c'est quelque chose de mauvais. Donc la question qui se pose, c'est comment est-ce que le mal, il peut venir du bien? Vous me suivez ou... D'accord. Mais ça veut dire aussi, et ça c'est un petit peu violent, mais comme vous êtes en terminale, je pense que vous avez le cerveau qui fonctionne régulièrement, ça veut dire aussi que le mal, c'est du bien qui a mal tourné. C'est comme quelqu'un qui a un grand potentiel, il va avoir un autre Yetzirah que quelqu'un qui n'en a pas. Quelqu'un qui est intelligent, il va avoir un Yetzirah qui est différent de quelqu'un qui est brêle. C'est logique. D'accord? Comme quelqu'un qui manque de confiance en lui, il va avoir un autre Yetzirah que quelqu'un qui a confiance en lui. Donc ça veut dire que la réalité que je vais avoir devant moi, elle va dépendre du terrain qui accueille cette réalité. Et cette réalité, c'est moi. Maintenant, moi, je ne suis pas responsable de la réalité, d'accord? C'est-à-dire l'ashgacha, l'intervention divine. J'ai des parents comme ça, j'ai des frères comme ça, j'ai des amis comme ça. Je vis dans tel milieu, avec tel niveau de richesse, tel niveau social, tel niveau spirituel. Ça, je ne suis pas responsable parce que c'est pas moi qui l'a choisi. Ouais. Mais par contre, moi, je suis responsable de fabriquer la personne qui va accueillir cette situation. Vous me suivez ou... Oui. Voilà. Et ça, c'est très, très, très important. Ça s'appelle la liberté, ça s'appelle la maturité. Dans la Torah, ça s'appelle la Hirat Shamaim, ça s'appelle le Bitachon, la Emunah. Donc, c'est à moi de fabriquer cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'il y a deux solutions. Soit je vais utiliser la réalité qu'Hachem me propose, soit je vais subir la réalité. Soit je vais passer ma vie à dire « Ouais, mais mes parents, ils n'étaient pas comme ça, et mon père ne m'a pas allaité, et puis le Rav ne m'a pas expliqué, et puis à la fac, ils étaient antisémites, et puis à l'école juive, ils m'ont mis de côté parce que j'étais juive. » Mais tu étais dans une école juive. Ouais, je sais, mais bon, ça n'a rien à voir. Donc, je peux passer ma vie à me plaindre, oui. Ou alors, le contraire, je peux dire « Écoute, tu sais quoi? La vie, elle est comme elle est. La vie, elle est dure. Je vais me battre. La vie, elle est facile. Je vais être cool. » Mais je vais utiliser cette réalité pour grandir. Maintenant, vous voyez le lien entre la farine et l'eau, en vérité, c'est la rencontre de deux potentiels. Maintenant, dès que la farine rencontre l'eau, donc dès que la personne rencontre la réalité, maintenant, toi, des fois, tu es l'eau, et la réalité, c'est la farine. Des fois, c'est toi qui es la farine, et la réalité, c'est l'eau. Maintenant, l'eau, elle va rencontrer la farine, comme toi et l'école. Toi et l'école. Ouais, ça peut être le cauchemar, ou ça peut être le grand amour. Vous savez à quoi ça sert l'école, non? Vous savez pas? Non? Non. Bah, les trois quarts des choses que vous allez apprendre, ça sert à rien. Quand dans votre vie, vous allez faire des algorithmes dans votre vie. Bon, c'était pas vraiment une question, c'était une formulation interrogative qui vous prépare mentalement à ma réponse. C'est pas grave, le pire est à venir. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'en vérité, l'école, ça sert à rien. Ouais, parce que Marignan 1515, la vérité, ça va pas changer ta vie. D'accord? Les dissertations, Mais, attention, les midotes que tu vas développer grâce à l'école, c'est-à-dire de savoir s'organiser, savoir analyser, savoir synthétiser, savoir gérer les priorités, savoir faire un plan, ouais, savoir analyser les choses. Par exemple, vous avez fait l'année dernière de l'analyse de texte, d'accord? Ben, l'analyse de texte, en vérité, c'est savoir synthétiser l'intériorité d'une situation. Vous faites une dissertation, là vous faites un développement, donc vous apprenez à organiser vos idées. Maintenant, il y a un truc débile dans la vie, c'est que pourquoi les profs, ils donnent le sujet de la disserte 15 jours avant, puisque de toute façon, la majorité le font la veille. Vous me suivez ou non? Oui. Mais c'est quoi une dissertation? Une dissertation, c'est un sujet. Donc tu vas bien analyser le sujet, parce que le pire dans la vie, c'est quoi? C'est de faire hors sujet.
Après, tu vas ramasser des argumentaires. Après, tu vas faire un plan, tu vas les organiser, thèse, synthèse, antithèse, ouais. Et puis après, tu vas la rédiger, après tu vas la corriger, et après tu vas la présenter. Ben, dans la vie, c'est pareil. Maintenant, tu auras un conflit avec ton mari sur la religion, ou tu auras un conflit sur l'éducation. Donc ça sera un sujet, un truc avec la belle-mère, ça sera un sujet. Ce sujet, tu vas bien l'analyser pour être certain que tu as tous les éléments. Après, tu vas ramasser les arguments, ta part à toi, la part de l'autre, la part du etc. Après, c'est obligatoire ça Donc après, tu vas réfléchir comment tu vas présenter la chose, tu vas faire un brouillon, et puis après, tu vas exprimer à ton mari. Ça s'appelle du shalom bayit, d'accord? Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils laissent traîner, ils arrivent avec les nerfs. Ah ouais, de toute façon, toi, ta mère, ta race, ta famille, on t'a donné 15 jours pour faire la disserte. Pourquoi tu l'as fait la veille? Vous me suivez? Ouh là là. Donc si on t'a donné 15 jours, c'est que tu as besoin de 15 jours. Maintenant, il y a des épreuves que tu les auras dans 20 ans. Tu sais pourquoi tu les auras dans 20 ans? Parce qu'il faut 20 ans pour se préparer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a la connaissance, après il y a l'épreuve, puis après il y a la maturité. Maintenant, la maturité, c'est la résultante de l'expérience. Et l'expérience, c'est l'espace de l'existence. Et c'est quoi l'existence? Exister. Vous parlez français? Oui. Exister, extérieur, ister, être. Exister, c'est être à l'extérieur. Maintenant, être à l'extérieur, ça s'appelle être dans la réalité. La réalité, c'est le monde extérieur. Et le monde intérieur, c'est le monde du potentiel. Donc maintenant, il y a deux projets. Il y a un projet de fabriquer la personne à l'intérieur, qui s'appelle le moi intérieur, et un projet de fabriquer la personne à l'extérieur. Maintenant, là, je vous vois, là. Moi, vous me voyez? Oui, non? Si vous ne me voyez pas, il faut acheter un chien. Vous me voyez? D'accord. Donc maintenant, moi, c'est mon moi que vous voyez, c'est mon moi extérieur. Mais celui qui parle, vous avez bien compris que ce n'est pas mon moi extérieur, c'est mon moi intérieur. Donc je, M apostrophe, exprime. Je m'exprime. Donc j'ai le moi intérieur que je développe, qui s'appelle la personnalité, la force de volonté, la persuasion, la conviction, l'analyse, la sensibilité, et le moi extérieur qui va me servir à réaliser tout ça. Mais j'ai besoin de développer les deux. Parce qu'il y a des gens, par exemple, ils ont développé un être intérieur, mais ils ne sont pas du tout dans la réalité. D'accord? Par exemple, la fille, elle connaît tout le cours par cœur, mais quand elle arrive devant l'examen, comme elle n'a pas confiance en elle, elle panique, elle marque rien. Le syndrome de la feuille blanche. Et après, quand elle sort, elle donne toutes les réponses. Je lui dis, mais t'es bête ou quoi? Pourquoi t'as pas écrit? Oh, mais j'ai pas confiance. Chaque fois, on me dit que t'es nul, t'es pas capable. Alors j'ai eu peur de me planter, j'ai pas confiance en moi. Donc elle a construit le moi intérieur, elle n'a pas construit le moi extérieur. Des fois, c'est le contraire. Elle est très bien dans la sociabilité, les copines, tout ça, mais à l'intérieur, une névrosée, angoissée, mal dans sa tête. Ouais, très très loin. Le moi, il est tellement loin qu'ils l'ont même pas emmené chez un psychologue, ils l'ont amené chez un spéléologue. D'aller chercher au fond de la caverne. Ouais. De la frustration. Donc tu vois qu'il faut travailler l'intérieur et l'extérieur. En français, ça s'appelle être soi-même. Soi-même, le même que soi. Ton moi intérieur, ton moi extérieur. D'accord? En hébreu, ça s'appelle Toho Kebaro. Toho, son intériorité, Kebaro comme son extériorité. Maintenant, tu es censé dire ce que tu penses. Ouais, dire, c'est extérieur. Ce que tu penses, c'est intérieur. Tu es censé faire ce que tu dis. Ça s'appelle honnêteté. Après, tu es censé, attention, faire ce que tu penses. Ça va toujours. Et après, tu es censé penser ce que tu penses. Alors tu dis, mais évidemment que je pense, puisque c'est moi qui le pense. Ah là 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 là, la jeunesse, profitez de votre insouciance, ça laisse du repos. Il y a très peu de gens qui pensent ce qu'ils pensent, parce que les gens, ils confondent activité neuronale cognitive entre les deux oreilles, qui s'appelle penser, et le fait d'avoir ancré des principes fondamentaux dans ma nature profonde. Ça s'appelle penser. Ça veut dire que, des fois, tu dis, par exemple, j'ai confiance en moi. Mais c'est des mots. À l'intérieur de toi, non, la preuve, tu paniques. Devant le rendez-vous, devant l'examen, tu as envie de faire pipi. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Donc, ta pensée que tu crois que tu as confiance en toi, en vérité, c'est une illusion, c'est un idéal, c'est une phrase toute faite. Mais c'est pas toi encore. Ouais. Combien de fois des maris, je leur dis, mais dis à ta femme que tu l'aimes. Il me dit, mais j'arrête pas de le dire. Ouais, mais tu le sens pas. Tu le penses pas. La preuve, elle le sent pas. Regarde, je vous dis un truc.
Vous êtes jeune, c'est vrai, vous n'êtes pas tellement concerné, mais il vaut mieux y penser. Moi, à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à penser au mariage. Parce que je savais que ça demandait un peu de travail. Parce que la veille du mariage, le khatan, bon Rav, en 2 mots, le mariage. En 2 mots, it gadal, vit kadash. Mais t'es fou, toi. Il faut se préparer avant. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? Par exemple, une idée comme ça dans l'éducation que vous mettez dans un coin de votre tête et qui vous servira plus tard, c'est que les enfants ne comprennent rien, mais ils ressentent tout. Donc, un enfant, il ne va pas faire ce que tu dis, il va faire ce que tu penses. Comme tu veux ou non? Donc, si toi, tu penses que, par exemple, c'est important la sniout, quand tu lui dis, ma fille, fais attention à ta jupe, la fille, elle t'écoute. Mais si toi, tu dis, attention, ma fille, à la sniout, mais toi, tu vas en bikini à la plage, au fond, tu ne penses pas que la sniout, c'est important. Après, tu dis, ouais, je comprends pas, t'écoutes pas, tu fais pas ce qu'on t'a dit, puis à l'école, tu vas te faire mal voir. Mais au fond, tu penses que c'est pas important la sniout. Or, l'enfant, il ne fait pas ce que tu dis, il fait ce que tu penses. Mais comme toi, attention, tu ne dis pas ce que tu penses, puisque tu ne penses pas ce que tu penses. Donc, tu ne dis pas ce que tu penses. Donc, comme l'enfant, il entend ce que tu penses, donc toi, quand tu parles, l'enfant, il n'entend rien. Ça va? Et si vous allez me dire, écoutez, Rav, franchement, on a 18 ans, c'est un peu tôt pour parler de tout ça. Mais tu crois que ça prend combien de temps pour penser ce qu'on pense? Ouais. Combien de temps que ta pensée, elle devient ta réalité? Combien de temps que tu te connais assez pour savoir au fond de ta personne, quand tu dis quelque chose, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que ça vient de ton Yetzirara? Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que ça vient de ta pensée profonde? Est-ce que ça vient de ta culture? Est-ce que ça vient du regard de l'autre? Est-ce que ça vient du fait que tu veux te situer dans la société? Est-ce que tu... Combien de temps ça prend pour fabriquer ce moi intérieur que Rav Dessler, il appelle la Metsiout, la réalité, que les Khamim appellent le lève. Vous savez, quand on parle du cœur, pas le cœur, ça c'est la Martine. Non, le cœur, quand tu dis le cœur du problème, vous avez bien compris que dans le problème, il n'y a pas un truc qui bat comme ça qui... Ouais. Quand le cœur du fruit, c'est pas quand vous coupez une poire, il y a du sang qui coule. Ça, c'est une chalala. Non, c'est le cœur du problème, c'est le centre du problème. Ok. Alors maintenant, c'est quoi le cœur d'une personne? C'est le centre de la personne. Maintenant, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites et tout ce que vous pensez, ça vient de votre essence. Moi, j'appelle ça, pour essayer de comprendre, la source de l'impulsion première. C'est-à-dire de là d'où tout démarre chez toi. Qu'est-ce que tu es vraiment? Qu'est-ce que tu crois vraiment? Qu'est-ce que tu penses vraiment? En hébreu, ça s'appelle Mahashava. Ouais. Alors, encore une fois, les gens ils croient que Mahashava, ça veut dire la pensée. Mais Mahashava, ça vient du mot Larchov, qui veut dire... C'est pas évident, hein. Si vous voulez partir, apprenez l'hébreu. Si vous voulez rester, apprenez l'arabe. Mais apprenez une langue. Ne restez pas comme ça, ouais. Larchov, ça veut dire penser. Mais Chachouv, ça veut dire quoi, Chachouv? Important. Tu peux me dire pourquoi le mot Chachouv et l'Archov, ils ont la même racine? C'est bizarre, non? Alors, je vous donne un secret qui va vous faire gagner à peu près une dizaine d'années. C'est que si ce que tu penses, c'est ce qui est important pour toi, ça s'appelle une Mahashava. Vous suivez ou non? Mais si tu as une pensée complètement superficielle, mais à part ça, tu as un discours important, ou le contraire, tu as un discours complètement superficiel, ça s'appelle un syndrome en psychiatrie, qui s'appelle Nabila. C'est un syndrome, c'est une personne, on croit qu'elle a un cerveau, mais en fait, elle n'en a pas. D'accord? Donc, si toi, tu as un syndrome comme ça, de superficialité, c'est très à la mode. On dirait que genre, plus t'es Hermara, plus t'es bien vu. Ouais, qu'est-ce qu'on pense? Moi aussi, oh là là, oh, je suis stressé, oh, je sais pas ce qui se passe, oh, j'ai pas trouvé le rouge à lèvres qui va avec mon tailleur. T'as un cerveau, toi? C'est très très important. Non, parce qu'il y a une certaine catégorie de personnes où on pense que les filles, elles doivent être belles et bêtes. Et il y en a qui atteignent les deux madrigotes. D'ailleurs, dans le film, ils pourraient jouer la belle et la bête. Ahmara Yafa. Et quand tu vois que des fois, le niveau de bêtise, il est proportionnel à la beauté et que la personne est très belle, je ne sais pas si vous me suivez, donc elle risque d'être très bête. Pourquoi? Parce que les gens qui sont très beaux, ils ne vont pas faire l'effort d'avoir des midotes, parce qu'ils savent que ce n'est pas pour leur midote qu'on va les apprécier, c'est pour leur midote. Non, parce que midot en hébreu, ça veut dire qualité morale et ça veut dire aussi mensuration. Donc 90, 60, 90, c'est pas un QI. Voilà, vous avez tout compris. Donc maintenant, toi, c'est à toi de savoir si est-ce que tu veux être considéré comme un corps ou est-ce que tu veux être considéré qu'une personne. Maintenant, ne viens pas chez moi me dire les gens me manquent de respect, les gens ne me donnent pas ma valeur, les gens ne me considèrent pas, si toi-même tu ne te considères pas.
Parce que je rappelle pour les gens qui ne parlent pas bien le français, que le mot personne en français, il veut dire personne et personne. Personne et personne. Maintenant, il y a l'importance de la personne, il y a la considération de la personne, il y a le respect de la personne, il y a les droits de la personne, d'accord? Et il y a personne. Comme en hébreu, il y a Ani, qui veut dire je, et il y a Aïn, qui veut dire le néant. Aleph Yud Nun, c'est la marque de la négation. En Omrim. Ouais, Chochma mi Aïn Timtsa, on va trouver la sagesse chez les gens qui se sont annulés. L'Aïd Batlout dans la Hassidout, d'accord? Donc le Aïn, c'est le néant. Et Ani, c'est le jeu. Tu peux me dire pourquoi les mêmes lettres, c'est Ani et Aïn? C'est les mêmes lettres. Pourquoi? Parce que ou tu es personne, ou tu es une personne. Maintenant, si toi, tu te choques de ne pas avoir le respect qui est dû à la personne, alors qu'au fond, tu sais que tu es personne. Vous me suivez ou là? Parce que la seule manière de ne pas être personne, c'est d'être quelqu'un. Et quelqu'un, c'est quoi? C'est unique. Donc c'est quoi être quelqu'un? C'est développer ton côté unique. Développer ton côté unique, c'est le développer à l'intérieur et l'exprimer à l'extérieur. Maintenant, quand tu arrives à exprimer ton côté unique à l'extérieur, eh ben, l'extérieur s'appelle la réalité et l'intérieur s'appelle la personne. Et la contraction de la personne dans la réalité s'appelle la personnalité. Donc la personnalité, c'est l'empreinte de ta personne dans la réalité. Mais il faudrait que tu aies une personnalité. Mais si tu n'as pas de personnalité, tu vas être une personnalité. D'ailleurs, tout le monde te le dit, mais pourquoi tu dors? Mais réveille-toi, on est à 2 mois du bac. T'es en plein chidour, le mec il est super. Tu décides de quoi? Tu fais massa, tu fais le séminaire, tu fais quoi? Ah, j'arrive pas à réfléchir, puis je me concentre, c'est difficile, et puis là j'écoute une musique, laisse-moi tranquille, ça me prend la tête, j'ai pas les nerfs. Mais comment tu peux avoir 18 ans physiquement et mentalement 3 ans? Bon, j'exagère, allez, 1 an. Alors je vous dis pourquoi, c'est très simple. Parce que la personne intérieure, elle est le résultat de l'expérience. Et l'expérience, c'est l'espace d'application de l'existence. Et exister, c'est être à l'extérieur. Donc la vie, Hachem, il va te proposer une question, et toi, tu réponds à la question. Maintenant, quand tu réponds à la question, en hébreu, ça s'appelle être Omed Ben Isayon. Tu tiens dans l'épreuve. Maintenant, quand tu tiens dans l'épreuve, donc tu as une connaissance qui s'appelle faut pas voler, par exemple, faut pas tricher, faut pas mentir. Après, tu as une épreuve de tricher ou de voler ou de mentir. Ouais. Et toi, tu ne mens pas. Donc maintenant, ta connaissance, elle est devenue une expérience. Et la résonance, attention, de l'existence dans le cadre de l'expérience, la résonance, c'est la maturité. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que pendant la classe de première, tu es devenu une élève de terminale. Pendant la 19e année, tu es devenu une personne de 20 ans. Mais ça, c'est valable seulement si tu es Romet Ben Isayon. Si tu rentres dans l'épreuve, si tu assumes, si tu changes. Mais si tu ne changes pas, 2 raisons. Soit parce que tu ne veux pas grandir. Laisse-moi tranquille, laisse-moi souple. Donc tu te mets dans une position fœtale. Ouais, c'est pas évident, puis ça me stresse, oh, j'ai pas envie, faites-le toi, bah tiens, vas-y à ma place. Maman, il n'y a plus de sucette? Non, ma fille, il n'y a plus. Oh. Où est mon doudou? Je vous fais une image d'un certain niveau mental. Ouais. Il dit, mais ça, si toi, tu es à l'intérieur et tu ne t'exprimes pas, maintenant, on s'en fiche le pourquoi. Parce qu'il y a la pression sociale, parce qu'on me harcèle à l'école, parce que j'ai pas confiance en moi, parce que c'est trop difficile, parce que j'ai pas le moral. C'est comme tu veux, mais tu n'as pas existé. Maintenant, faites-moi plaisir. Arrêtez de vous choquer de ne pas voir votre nom dans la liste des reçus à l'examen alors que vous savez que vous ne l'avez pas passé. Vous comprenez, non? Lundi matin, le gars, il est là en train de regarder la liste des reçus à l'examen. Entrée à l'ENA ou là... Et il comprend pas, il dit je comprends pas. Il cherche son nom, il cherche par ordre alphabétique, il trouve pas, il cherche dans le désordre, il ne trouve pas. Puis un gars, il lui dit excuse-moi, qu'est-ce que tu fais là? Bah je regarde là l'examen d'entrée HEC, là, je vois pas mon nom. Le gars il dit mais t'étais en prépa? Il dit non. T'as passé l'examen? Non.
Bah, pourquoi tu vérifies? Bon, on sait jamais. Hein. Attends, Mina Shamaim. Et Mina Satanim, tu l'as oublié celui-là? D'accord. Mais ça veut rien dire. Alors, voyez un peu le côté débile. Oui, non, oui, non. Mais moi, c'est ça qui m'étonne. Bon, moi, j'ai pas votre âge, hein, j'ai à peu près 3 fois. Je m'étonne que les gens, ils s'étonnent de ce qui les étonne. Ça va? Comme les gens, ils n'ont pas construit leur couple et ils s'énervent que comment ça se fait qu'il n'y a pas de communication. L'autre, il n'a jamais parlé à son fils et il dit ah, comment ça se fait qu'il ne veut pas me parler. L'autre, il n'a pas mis d'argent de côté, il ne comprend pas pourquoi. L'autre, il n'a aucune culture, alors qu'il n'a jamais lu autre chose que des Picsou. Et il ne comprend pas pourquoi. Est-ce qu'il il sait pas, il croyait qu'Aristote, c'était une sauce à l'ail. D'accord? Donc le gars, il a des questions sur la Torah, il a des questions sur les attitudes du divin, mais il n'a jamais il a jamais étudié à la yeshiva. Vous voyez ce que je veux dire ou non? C'est-à-dire que c'est les gens qui se font des interpellations, des étonnements sur la base d'une non-préparation. Alors pourquoi tu t'étonnes? Donc c'est comme s'il y avait un décalage entre la vie et la personne. Ce qu'on appelle chez Nike marcher à côté de ses pompes. Tu as tes chaussures qui sont là, et toi tu dis c'est marrant, il n'y a personne dedans. Ben, je pense que t'es le mec à côté. T'es le mec à côté de ses pompes. Tu vois, t'es à côté de tes pompes. Ouais. Dans la vie, c'est pareil. Moi, combien de fois je demande à des maris, mais qu'est-ce qu'elle en pense, votre femme? Écoutez, j'en sais rien, demandez-lui. Je dis, mais attends, comment ça se fait que je connais mieux ta femme que toi? D'abord, c'est suspect. Puis à part ça, c'est pas normal, vous êtes mariés quand même. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait en classe, ta fille? Attends, je sais pas, franchement, tu me poses des questions. Elle est pensée à CM2? Mais bien sûr, elle est en terminale. Oh là là, qu'est-ce qu'elle a grandi? T'es pas dans ta réalité. Ouais, mais ça, encore de l'extérieur, tu peux dire, bon, c'est pas évident. Mais de toi-même, toi. Tu connais ton Yetzirara, tu connais tes peurs, tu connais ta valorisation personnelle, tu sais tout ça? Non, la vérité, je suis complètement étranger à une personne très proche quelque part, puisque c'est moi. Et les gens, ils se découvrent. Ouais, j'étais vraiment choqué par mes attitudes. Je comprends pas pourquoi j'ai mal vécu la chose. Vraiment, je suis outré, je suis vexé. Mais de qui tu parles? Tu parles de qui? Tu parles de toi? Genre, t'es étonné de découvrir qui tu es? C'est quand tu vis mal un reproche, c'est parce que l'autre te renvoie ce que t'es. Mais pourquoi tu te vexes de ce que l'autre te renvoie? Par exemple, vous êtes brune ou blonde, vous? Non, c'est pas évident. Ouais. Il y a des colorations. Hein. Donc, si quelqu'un vous dit sale blonde, ça vous vexe? Non. C'est vrai? Franchement. Bah, C'est du. les stéréotypes qu'il y a sur les blondes, bah oui. Ah, d'accord. C'est du blondisme, en fait. D'accord. Non, mais l'idée, c'est que vous n'êtes pas vexé. Pourquoi? Parce que vous savez que vous êtes brune. Mais si quelqu'un vous dit pauvre idiote, pourquoi vous allez vous vexer? Parce que vous savez que ça correspond à personne. Il parle de qui, là? Donc, si on se vexe, c'est qu'on a des doutes. Peut-être qu'il a raison, peut-être que je suis vraiment une idiote. Donc, ça veut dire que je n'ai pas fabriqué le moi intérieur qui est assez sûr de lui pour pouvoir gérer cette agression extérieure. Parce que vous avez compris maintenant, il y a la vie et il y a l'intériorité. Et il y a le contrepoids. Tu as une épreuve, il y a le contrepoids. Là, tu mets 100 kilos. Si tu pèses 100 kilos, il n'y a pas de problème. Mais si toi, tu pèses 20 grammes et qu'on te met 100 kilos, hop! C'est pour ça que le mot kavod en hébreu, c'est les mêmes mots que le mot kaved. Kaved, c'est quoi? C'est lourd, c'est le poids. Maintenant, il y a le lourd péjoratif, genre le lourd, le relou, ouais. Et il y a le lourd important. Quand le gars, tu sais, il a fait 21 ans de médecine, c'est du lourd. D'accord? Le mec, il a 4500 appartements dans l'immobilier, c'est du lourd. Et le contraire, quand on dit, bon, il est un peu léger, le gars, hein, franchement, qu'est-ce que tu penses de Kevin pour tenir le magasin? Non, Kevin, non, il peut ranger les cartons, il peut mettre des étiquettes, mais pour tenir le magasin, il est un peu léger. Et c'est-à-dire quoi léger? C'est-à-dire que quoi, si tu le lâches, il s'envole? Non, ça veut dire il est pas construit, il est pas posé, il est un peu fofolé, tu vois, c'est genre l'excroissance de son scooter. Il a à peine la force de tenir un mégot, quoi. D'accord. Donc ça veut dire qu'il n'est pas construit. Donc tu as compris qu'est-ce que c'est léger, qu'est-ce que c'est lourd. Alors, pour ça, il dit le Rav Yerucham Halevi, quand tu fais quelque chose d'important, quand tu fais quelque chose où tu t'impliques, tu prends un strate de maturité, tu grandis, et ben tu sens une certaine lourdeur. Ce qu'on appelle en français la maturité, la responsabilité, le rôle. Ouais. Par contre, si toi tu joues l'insouciance et tu veux pas te casser la tête et ça te saoule et ça te prend la tête, tu sens la légèreté. Maintenant, le problème de la légèreté, c'est que quand il y a un tsunami, eh ben, les gens légers, ils sont emportés. Les gens lourds, ils sont là. Maintenant, il y en aura des tsunamis dans la vie. Vous me suivez ou non?
Moi, tous les jours au téléphone, j'entends des tsunamis. Quand elle a découvert que son fils, finalement, il s'est décidé sur le choix de la lessive. Tout le monde prend Ariel dans la famille et lui, il veut homo. C'est un tsunami. Elle a découvert que son mari, il a trouvé enfin l'amour, mais pas avec elle. C'est un tsunami. Ouais. L'autre, elle veut tout lâcher la Torah parce qu'elle a rencontré Mouloud. C'est un tsunami. Donc il y aura des tsunamis dans la vie. Vous me suivez ou non? Bon, on va dire Chasvé Shalom, Simsilenu, Dieu protège, j'ai mangé des mezuzot. Il y aura des tsunamis. La vraie question, c'est pas s'il y aura des tsunamis. La vraie question, c'est est-ce qu'il y aura une digue pour recevoir le tsunami? Est-ce qu'il y aura un immeuble qui est préparé pour les chocs sismiques? Alors je vous dis la phrase de Ben Chetrit, d'accord, de l'époque, si vous l'avez connu, il a donné beaucoup de cours en France. Il a dit comme ça, écrivez-le quelque part, sur votre trousse, comme ça vous le relisez souvent, ou dans le dos de votre maman, tiens maman, retourne-toi, je vais réfléchir. Le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Vous voulez que je répète? Je vois qu'il y en a beaucoup qui pratiquent le cerf-volant, le truc là de... C'est pas grave. Donc, le degré de pénétration des agressions extérieures. Il y a des agressions extérieures. On te fait une remarque, on t'envoie paître, tu as une déception, tu rates un examen, il y a une déception sentimentale, l'autre il annule le mariage. Toute forme d'agression qui peut exister. Le degré de pénétration, combien ça va rentrer chez toi? Parce que les gens ils me disent, mais regardez, mais Rabban Chetrit, mais je m'énerve parce qu'on m'énerve. Je suis en dépression parce que je subis des pressions, parce qu'une pression au singulier, dépression au pluriel. Ça me fait plaisir. C'est le seul truc que vous avez compris. Alors, donc, en fait, l'idée c'est quoi? La phase ou la classe? Alors, donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Chut, arrêtez. Ça me fait des tentations. On a à peine 1 heure. Ils m'ont donné 1 heure. 1 heure pour sauver une vie. J'ai rien compris. Depuis quand on limite? Donc, c'est pas grave. De toute façon, après, vous avez sûrement un truc vachement important à faire. Comme digérer, par exemple. D'accord? Donc, ah ben, allez là. Vous êtes l'avenir, si je comprends bien. Vous êtes l'avenir. Bien attaché. Bon, on a le même rôle. Sauf que moi, j'ai essayé de faire gagner 10 ans en 1 heure. Maintenant, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que, encore une fois, je répète, le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Maintenant, si moi, je n'ai pas fabriqué le moi à l'intérieur, ouais, si je n'ai pas fabriqué ma personne, si je n'ai pas valorisé ma personne, si je n'ai pas donné du poids à ma personne, si je n'ai pas structuré ma personne, donc mon intériorité, donc il y a du vide. Donc ça va rentrer. Vous me suivez ou non? Moi, quand Chasvé Shalom, Lo'alenu, Simsilenu, une femme, elle me dit, voilà, il a découvert que son mari, ou un mari a découvert que sa femme. Je lui dis, mais madame, les deux mains, là, vous les voyez ou non? Quand elles sont serrées comme ça, est-ce qu'on peut mettre une troisième main? Non. Quand toi et ton fils, vous êtes comme ça, est-ce que peut rentrer le Satan? Non. Est-ce que peut rentrer le shit? Non. Parce que vous êtes comme ça. Si toi et ta fille, vous êtes comme ça, est-ce que peut rentrer la tentation, là, dans le train du mec qui lui dit, t'es vachement mignonne? Non, pourquoi? Parce que t'es comme ça avec tes parents, t'es comme ça avec la Torah, t'es comme ça avec toi-même. L'autre, il arrive, mais elle m'a comme. Il n'y a pas de place. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que... Vous voyez cette bouteille ou non? Si vous ne la voyez pas, il faut acheter un chien. D'accord. Donc, un chien aveugle. Cette bouteille, elle est neuve. Bon, ça prouve que l'école, elle a quand même des budgets. Donc... Restez calme. Non, ça aurait pu être un directeur d'une certaine ville du Maroc. Alors, donc, maintenant, ici, c'est marqué 50 centilitres. Elle est fermée, elle est neuve. Donc, combien elle contient? Bléna. Donc, elle contient 50. Si je l'ouvre et je la vide, il y aura combien dans la bassine? 50 centilitres. Attention, question piège. Combien il va manquer dans la bouteille? Magnifique. Écoutez ce hidouche. Chut, restez calme. Vous avez bien compris que je ne suis pas en train de vous poser des questions sur la bouteille. La bouteille, c'est la personne. La bassine, c'est la vie. Ce que tu trouves dans la vie, c'est exactement ce qui manque dans la bouteille. Dans la personne. C'est que ton épreuve, elle est toujours en fonction de tes manques. C'est-à-dire, si toi, tu manques de confiance en toi, il y a quelqu'un qui va abuser de ton manque de confiance. Si toi, tu manques d'attention, il y a quelqu'un qui va te donner de l'attention. Évidemment, il va te payer en nature. Ouais. Et toi, tu dis, bon, mais c'est normal, c'est mon futur mari. Mais attends, t'as 9 ans et demi. Bon, alors...
si toi tu veux mentir, on va t'envoyer quelqu'un qui va écouter ton mensonge. Si toi tu veux faire un lachonara sur ta belle-sœur, pile tu rencontres la personne qui est l'ex de ta belle-sœur qui a envie d'écouter un lachonara, tu dis mais attends, c'est Mina Shamaïm. Le Yetzer Hara, il va t'envoyer exactement ce qui te manque. Donc ça veut dire, attention, c'est violent, ça veut dire que celui qui connaît ses manques, qui sait sur quoi il va être éprouvé. Premièrement. Deuxièmement, quand on a enlevé l'eau, la bouteille s'est remplie d'air. Ça va? Vous avez fait de la physique quand même. Qui c'est qui a mis l'air? Personne. Donc c'est rien. Ça s'appelle l'air de rien. Tu veux dire c'est Hachem qui a mis l'air? Ouais, genre Hachem il s'ennuie, il remplit des bouteilles. D'accord? Qu'est-ce que tu vas dire? Non, c'est une loi physique. Oui, mais c'est une loi physique. C'est une loi physique qui s'appelle la nature n'aime pas le vide. D'accord? Donc dès que tu enlèves l'eau, ouais, elle se remplit d'air. Alors moi je vais vous dire le secret. Tu sais qui c'est qui a mis l'air? Celui qui a enlevé l'eau. Ça va? Non? Non, moi je parle pas au premier degré, j'ai arrêté quand j'avais 9 ans. Donc, celui qui a enlevé la confiance, il a mis les soupçons. Celui qui a enlevé la confiance en soi, il a mis la peur. Celui qui a enlevé le bitachon, la confiance en Dieu, il a mis la névrose. C'est que le vide n'existe pas. C'est pour ça que la Torah, elle dit, les Chachamim, ils disent, quand la Torah, elle rentre dans la personne, la Touma, elle sort. Mais quand la Torah, elle sort, la Touma, elle rentre. Donc si toi, tu te demandes, tu dis, ouais, comment ça se fait, je comprends pas, j'ai fait 20 ans d'Otsara Torah, puis là, je suis à Jussieu, puis l'autre, il me dit, oh, tu sais, est-ce que Dieu existe? Puis moi, je dis, ouais, finalement, scientifiquement, puis ouais, puis en plus de ça, regarde, Spinoza, ouais, t'as raison, et puis on peut être agnostique, il y a une logique là-dedans et tout. Puis après, tu te dis, bon, finalement, la cache-route, est-ce que c'est tellement important? La sniout, ça, je vais pas taper de froid, même si j'ai pas mis le bas, d'accord? Et après, ta copine, elle dit, mais je comprends pas. Moi, j'étais à Guetset, toi, t'étais à Jussieu, mais qu'est-ce qui s'est passé, là? Ouais, mais tu comprends, j'ai ouvert les yeux, maintenant j'ai un esprit éclairé, c'est pour ça que tu vis dans l'obscurité, ouais, c'est vrai. Comment ça se fait que, après 20 ans au Tsara Torah, t'as pu arriver là? Tu sais pourquoi? Parce que t'as pas intégré. T'es pas devenu. C'est comme si tu fais de l'haltérophilie avec des haltères en polystyrène. On dit non, oh, tous les jours, ah, tous les jours. Ouais. C'est comme si tu prépares, tu révises tes cours de maths, mais pour l'interro. Et Blainara, ça marche. Le lendemain, tu sais plus rien. Mais tu as fait l'interro. Et le lendemain, wallo, rien. Hamara de première. Ouais. Tu dis, mais c'est pas possible d'être aussi bête. Je peux faire mieux. D'accord. Pourquoi? Parce que t'as pas appris pour apprendre. T'as pas appris pour devenir. T'as appris pour avoir la note. T'as eu la note, ça y est, c'est fini. Mais il te manque, t'as pas fini le circuit. On l'a dit, rappelez-vous. Moi intérieur, expérience, d'accord? Existence, réalisation, maturité. Donc si la chose, elle revient pas à toi, soit parce que tu n'as pas finalisé la chose, soit parce qu'au moment de finaliser, par exemple, je connais des gens qui sont brillants, mais mieux que Dany, d'accord? Mais chaque fois qu'ils font quelque chose, oh, j'aurais pu faire mieux. Ah, j'ai eu 19,5 de moyenne, j'aurais pu avoir 20. Donc, en cassant le résultat obtenu, ils empêchent le niveau de maturité. Donc, tu as les nuls qui foutent rien, qui arrivent à rien, et les gens qui sont très bons, mais comme ils finalisent pas la chose, donc ils grandissent pas. Or, le projet, c'est quoi? Le projet, c'est de développer ta personne. Et c'est quoi une personne? Une personne, c'est comme un diamant brut. Ouais. Et ensuite, on va tailler des facettes au diamant. Maintenant, comment on appelle les facettes du diamant en hébreu? Panim. Ouais. Panim, c'est quoi? Ça veut dire quoi aussi en hébreu? Le visage. Vous pouvez m'expliquer pourquoi le visage, c'est au pluriel en hébreu? Panim, c'est au pluriel. Alors vous allez me dire, bon, parce qu'une personne, elle a plusieurs visages. D'accord? Genre à la maison, elle est marocain. Dans la rue, elle est bretonne. À l'école, elle est tunisienne. Je comprends pas, mais t'es qui, toi? C'est des gens qui ont plusieurs visages. D'accord? C'est un phénomène en psychologie, ça s'appelle les caméléons. C'est-à-dire qu'ils s'adaptent à la couleur ambiante. Et d'ailleurs, souvent, ils s'appellent Léon et souvent, ils sont... Bon. Mais l'idée... J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez, parce qu'il y a des gens qui bougent la tête comme ça. Vous savez, comme les chiens à l'arrière de la R12. Donc, ici, l'idée, c'est que vous devez développer cette personne à l'intérieur.
Maintenant, j'ai dit, l'école, ça sert à rien. Mais les midotes de l'école, ça sert à quelque chose. Donc quand tu vas, par exemple, tu vas apprendre par cœur, qu'est-ce que tu as fait? Tu as forcé sur ta mémoire. Quand tu vas t'obliger à rédiger, eh ben, tu vas forcer sur ta capacité de rédaction. Quand tu vas te concentrer pour ne pas faire de fautes, vous savez, moi, depuis la classe de seconde, j'ai beaucoup travaillé, seconde, première, terminale, pour ne pas faire de brouillon. Je ne voulais pas faire de brouillon. Donc en troisième, je faisais des rédactions de 18 pages, 19 pages. Le prof, il voulait mourir. Il me disait, Eria, tu veux que je me suicide? J'ai dit, Blin, derrière. Donc, mais après, je voulais plus faire de brouillon. Pourquoi? Parce que les dissertations... D'ailleurs, au bac, j'ai pris le sujet, j'ai fait la disserte. Je dictais des dissertes de philo au téléphone, je ne sais pas si vous... à des gars de deuxième année d'Hippocane. Donc, je n'étais pas spécialement débile. À 17 ans, c'est pas mal. Oui, non? Oui? Voilà. Donc, mais c'est pas pour frimer, c'est pour vous dire qu'un cerveau moyen que tu utilises avec intensité, tu peux atteindre des résultats incroyables. Maintenant, pourquoi je faisais ça? Pourquoi je voulais pas de brouillon? Tu dis, ben, non, au contraire, faut faire un brouillon, faut faire un brouillon. Alors, je vous donne une image. Vous avez fait des dictées dans votre vie, d'accord? Donc, tu fais la dictée. Alors, le prof, donc, les oiseaux perchés sur la branche. Ouais. Donc, c'est quoi une dictée? Le prof, il parle, il dit des mots. Les mots, ils font appel à une certaine culture que tu as dans tes registres de vocabulaire. Après, il y a des verbes. Après, il y a des liaisons. Après, il y a des liens, il y a des règles. Et puis après, il y a ta main, et il y a le stylo, et il y a la feuille. Normalement, c'est censé être sur la feuille, ce que le prof, il a dit, sans les fautes. D'accord? Maintenant, il y a des gens qui réfléchissent pas, qui appliquent pas les règles. Alors, ils font plein de fautes. Après, le prof, il dit, bon, vous relisez la dictée avant que je la reprenne. Ils relisent la dictée, mais ils font quand même des fautes. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des ratures. Après, on fait le corriger avec le prof, il y a encore plus de ratures. Après, ils passent du typex. Après, ils doivent réécrire au propre. Après, ils rendent la dictée. Ça va? Mais la vie, c'est... Donc, c'est quoi une dictée? C'est que tu dois appliquer en temps réel des règles que tu connais pour créer un texte sans faute. Ça va? Ben, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est des propositions dans ta tête, des impulsions, des propositions de la vie, que tu dois mettre au propre sur une feuille qui s'appelle la réalité, sans faute. Maintenant, tu agis sans réfléchir, faute. Tu dis des mots que tu ne penses pas, faute. Après, typex, excuse-moi, j'ai pas réfléchi, je sais pas ce qui m'a pris, j'avais la tête ailleurs. Typex, après, brouillon. Genre, des fois, le premier mariage, c'est le brouillon du deuxième. D'accord? Le dépôt de bilan, c'est le brouillon de la deuxième société que tu vas créer. La première P1 où tu foutais rien, c'est le brouillon de la deuxième où tu vas travailler. Donc, moi pourquoi je voulais pas faire des brouillons? D'ailleurs, un prof, il m'avait demandé, il m'a dit, mais pourquoi vous faites pas de brouillon? Je dis, parce que je veux pas que ma vie, elle soit un brouillon. La pensée claire, le mot précis, l'acte parfait. Il faut avoir cette ambition. Tu dis, mais on pense pas à ça à 17 ans. Moi, je parle pas des gens qui sont des excroissances de PlayStation. Je parle vraiment des gens qui ont un cerveau qu'ils utilisent régulièrement et pas en tant qu'excroissance du cerveau, de l'estomac. Parce qu'il y a des gens, tu crois qu'ils gèrent, mais en fait, ils digèrent. Non, vous êtes des bénotes Israël, vous êtes des diamants, vous êtes des descendants de Sarah Imenu, ouais, Rabbi Akiba Iger et Rabbi Yaakov Abersera et Rabbi Yohanan Ben Zakkai, c'est vos ancêtres, d'accord? Donc, vous ne pouvez pas être des Nabila. Vous me suivez ou non? Mais c'est à vous de décider. Parce que la vérité, il en faut des brels. À qui on va vendre au détail? Donc il en faut des gens mal dans leur peau. Parce que comment ils vont travailler les psys? Il en faut des gens sans ambition. Parce que où on va trouver des employés? Si tout le monde veut être patron. Mais toi, tu as le choix. Tu as le libre arbitre. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Comment tu t'imagines? Tu veux un couple mature avec un échange entre gens intelligents? Ou tu veux de la prise de tête, c'est-à-dire toi, moi, ta race, vous les Tunisiens, vous les Marocains, tu me fais pas cavote, pendant 10 ans, 20 ans, 15 ans. Fatigant de lourdeur. Il y a des couples, c'est tellement nul, je leur dis, vous voulez pas juste vous arranger rien que pour changer? Vous voulez pas arrêter de vous prendre la tête pour des bêtises? Ouais, mais vous la connaissez pas, j'ai trop souffert, c'est trop difficile, et moi, et moi, et elle, et moi, et moi, et elle, et moi. Je lui dis, c'est quand le nous? Si vous voulez divorcer? Mais vous n'êtes même pas mariés.
Ah ben si, retourner l'an 99. Non, je parle pas de la formalité. Je parle du travail. Regarde, marier des couleurs. T'as compris ce que ça veut dire? Marier des couleurs. Marier des opportunités. Marier des circonstances. Donc marier des personnes, c'est un mélange. Mais vous, il n'y a pas de mélange. Parce que c'est pas en cultivant les individualités qu'on arrive à éviter la fracture. Alors toi, tu veux de la communication? Communication, communiquer, communiquer comme un, comme un. Tu dis, bon, on n'arrive pas à communiquer. Mais est-ce qu'il y a un projet de commun? Est-ce qu'il y a un projet de com-union? Maintenant, je vous donne le secret. Pour être en com-union avec l'autre, il faut déjà être en com-union avec soi-même. Mais si toi-même, tu ne te connais pas, si tu es encore esclave de tes pulsions, de tes nerfs, de ton caractère, parce que les gens, c'est la nouvelle mode. Ouais, mais Rav, c'est ma nature, je suis coléreux. Ouais, mais c'est ma nature, je suis rancunier. C'est ma nature, je suis hystérique. C'est ma nature, je suis hyperactive. Je dis, mais arrête de parler de ta nature. Moi, ils viennent chez moi, ils me disent, c'est ma nature. Je dis, mais si c'est ta nature, pourquoi tu viens voir un rabbin? Va voir un vétérinaire. Parce que c'est ta nature. La nature, elle a été faite pour être maîtrisée. Vous me suivez ou non? Et si vous allez dire, ouais, mais si on passe notre vie à maîtriser la nature, quand est-ce qu'on va vivre? Mais t'as pas compris. La nature, qu'est-ce qu'elle crée? Par exemple, des défauts. Mais c'est quoi un défaut? C'est une qualité qui a mal été optimisée. Par exemple, t'es têtu, c'est un défaut. Mais t'es déterminé, c'est une qualité. T'es intransigeant, c'est un défaut. Mais si t'es intransigeant avec toi-même, c'est une recherche de perfectionnement. Vous me suivez ou non? T'es perfectionniste avec les autres, c'est méchant. Mais t'es perfectionniste avec toi, c'est une démarche évolutive. Donc tu vois bien qu'un défaut, c'est une qualité qui a été détournée. Donc il n'y a pas fondamentalement du bien et du mal. Il y a qu'est-ce que tu fais avec ce qu'on te propose, avec ce que tu es. Mais si toi-même, tu ne sais pas ce que tu es, tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas ce que tu vaux, donc tu peux passer toute ta vie à courir après des pulsions qui ne viennent pas de toi. Parce que tu dis, c'est plus fort que moi. Je n'étais pas moi-même. Les mots m'ont échappé. J'arrive pas, je suis trop sensible. J'arrive pas à me contrôler. Ouais, je suis paralysé, je suis stressé. Mais qui est stressé? Qui? Toi? Bah, tu dis oui, moi. Mais non, puisque toi, tu es en train de me parler de la fille qui est stressée. Donc, tu n'es pas stressé, toi. Oui, mais j'essaye de m'en sortir, mais j'y arrive pas. Donc maintenant, on a un problème, maintenant. C'est que tu as compris que vous êtes deux, mais la personne qui maîtrise, c'est pas celle que tu voudrais qui maîtrise. C'est comme la fille qui me dit, écoutez, Armen Chetrit, je sais pas quoi faire, je me marie dans 2 mois, mais le gars, il est pas sérieux, il ment, il triche, il fume des joints toute la journée, il a pas fait d'études, il est pas sérieux, il est pas dans la religion, il drague ma sœur, mais je l'aime. Alors, Armen Chetrit, d'après vous, je dois l'épouser ou non? Moi, j'ai pas un fait de physique, donc je me demande comment on peut concentrer tellement de lourdeur dans un espace concis. C'est un trou noir de l'intelligence. Toute la lourdeur, elle est rentrée. Concentrée en 2 mots. Ouais. Alors je lui dis, le garçon que vous aimez, il existe ou non? Elle m'a dit, ben, j'aimerais bien que ça soit le garçon du départ. Mais le garçon du départ, c'est quelqu'un que vous connaissiez pas. Elle me dit, oui, mais j'ai appris à le connaître. En le connaissant, vous avez vu que c'était pas lui. Donc en fait, vous êtes amoureuse de quelqu'un qui n'existe pas. Mais comme vous êtes attaché, vous dites, bah, j'espère qu'il va redevenir la personne que je croyais qu'il était. Ça va? Ça s'appelle en français un espoir. Bah, tu peux pas te marier avec un espoir. Tu te maries avec une réalité. Parce que l'espoir, ça donne la force. Mais l'espoir, ça donne aussi le désespoir. Parce qu'un espoir au singulier, désespoir au pluriel. Vous me suivez ou là? Donc l'espoir, c'est fait pour réaliser. C'est comme l'ambition, c'est pour réaliser. Mais si, quand arrive le moment de la réalisation, il y a encore un espoir, espoir qui va changer, espoir qui va arrêter de mentir, espoir qui va arrêter de fumer, espoir qui va se mettre au boulot, espoir qui va commencer ses études, espoir, 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 attention, désespoir. Toi tu dis non mais c'est pas grave, peut-être c'est ma mission, genre t'es devenu Sœur Teresa. Peut-être c'est moi de le ramener à la religion. Moi, je travaille dans la Teshuvah depuis 35 ans. Je peux vous dire que autant pour une fille, c'est facile, parce que quand elle a compris, elle y va. Autant que pour un gars, ça prend minimum 5 ans s'il est sincère. Et ça, c'est avant le mariage. Il va faire beaucoup d'efforts. Après le mariage, t'arrêtes de me saouler, s'il te plaît. Et toi, tu vois, mais tu m'avais promis que tu ferais Shabbat. Shabbat Shalom.
Mais tu m'avais dit que tu mettrais les téphilines. Va te faire prendre. T'as compris ou non? Donc pour éviter les surprises, il vaut mieux regarder où vous mettrez votre argent, où vous mettez vos sentiments, où vous mettez votre corps. Le corps, c'est pas n'importe quoi. Vous êtes des personnes, non? Vous êtes des valeurs, vous êtes des diamants. Donc si le garçon, il vous dit, bon, écoute, ça fait 1 an qu'on se connaît, on a besoin de se connaître un peu plus. Puis de toute façon, on va se marier, donc c'est comme si on l'était déjà. Puis je dois vérifier la qualité de la marchandise. Puis on ne sait jamais si on n'est pas compatible. Alors vous le regardez bien dans les yeux comme ça. Vous lui dites de la part de Rav Ben Chetrit, crève. Non, parce que le gars il dit mais je l'aime à mourir, crève. Mais j'ai besoin de te toucher pour ressentir des sentiments, crève. Parce qu'il y a 2 solutions. Ou il pense que vous êtes une personne, ou il pense que vous êtes un objet. Les goïms, ils ont renoncé déjà. Ils disent l'objet du désir. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que dans la relation homme-femme, il y a l'homme qui est une personne, et la femme c'est un objet. Et l'autre elle est contente. Ah, je suis l'objet de son amour. Je vous dis, ça s'appelle Nabila, c'est un syndrome. Ouais. Mais toi, tu es une personne, tu es une neshama, tu es une valeur. Donc quand l'autre il veut toucher, tu lui dis la rencontre avec les parents, le shidour, la rencontre avec les parents, le mariage, la choupa, l'aktuva, l'anida, la soirée, et après, on fera ce que tu veux à l'hôtel. Le gars il dit j'ai pas la patience. Je te redis le mot de Ben Chetrit. Crève. Eh ben, je vais vous dire un truc incroyable. Ça fait plus de 30 ans que je donne ce conseil. Jamais une fille elle est venue me voir pour me dire eh ben il est mort. Le mec il s'est suicidé, genre tu lui as refusé tes faveurs, il est mort. Non, il meurt pas. Par contre, si toi tu acceptes de donner les faveurs, c'est toi qui meurs. Parce qu'il te regarde différemment, puisque c'est normal. C'est quand il mange la pomme. Qu'est-ce qu'il fait avec l'autre oignon? Et d'ailleurs, il te le disait depuis le départ. Oh, t'es trognon, t'es trognon. Et toi, tu faisais la poire. Imagine la tarte que ça va faire. Donc, vous êtes des diamants. Vous n'êtes pas des cure-dents. Vous n'êtes pas des besoins ponctuels. Vous n'êtes pas des exigences équatoriales. Vous êtes des personnes. Donc, le gars, il doit vous mériter. Maintenant, plus vous allez vous respecter, plus il va vous respecter. Moi, pour vous dire, j'ai des cas, des fois comme ça, où genre à 2 mois du mariage, 1 mois du mariage, le gars il me dit « Ah, Rav, j'ai des doutes, je sais pas, elle m'énerve, j'ai envie de tout annuler et tout. » Je dis « Vous avez fait des bêtises tous les deux ou non ?» Ah, si, ils sont pas trop religieux. Ils disent « Bah oui, on n'est pas religieux. » Genre comme si c'était une misva de faire des avérotes. Je dis « Mais c'est bizarre, depuis que vous avez fait des bêtises, d'un seul coup, t'as changé d'idée. Hein? D'un seul coup, tu vois des défauts, d'un seul coup, tu te poses la question est-ce qu'elle n'est pas mamzérette? Est-ce que sa mère est vraiment juive? Et avant ça, ça ne te dérangeait pas. C'est-à-dire pour dormir, elle est cachère, mais pour se marier, c'est une question. Ah, Botaï, c'est normal, tu es devenu un objet. La personne, c'est pour toujours, mais l'objet, c'est pour un certain temps, puisque tu consommes. Et dans consommer, il y a sommer. Donc, si vous ne voulez pas être des objets de consommation, il faut que vous soyez des personnes. Maintenant, si vous êtes des personnes, l'autre, il ne peut pas vous manquer de respect, puisque vous êtes des personnes. Donc, la vraie question, c'est pas de savoir si l'autre, il se conduit comme il faut. C'est comment ça se fait qu'il a pu se permettre. C'est que s'il a pu se permettre, c'est qu'il a pensé qu'il pouvait se permettre. Donc, la question, elle est chez vous. Maintenant que le gars, il se permet de te toucher, ou que ton patron, il te permet de dire, tiens, faites 5 minutes de ménage, alors que tu es ingénieur commercial, ouais. Et puis, il y en a plein qui attendent votre poste. S'il se permet, c'est qu'il a trouvé un espace. Et Audon Colo, cousin de Marco Polo, cet espace, il est en toi, puisque le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Donc vous avez cette mission de remplir votre intériorité, de vous construire, de devenir des personnes de valeur. Et c'est ça le travail que vous faites dans les études, le travail que vous faites dans les épreuves de tous les jours, le travail que vous faites avec vos parents, le travail que vous faites avec la Torah que vous apprenez, le travail que vous faites avec le séminaire que vous ferez. C'est tout ça, c'est le travail que vous faites. Parce que vous êtes des diamants bruts. La réalité, ça taille le diamant. Maintenant, quand vous taillez un diamant, vous faites apparaître une facette. Vous me suivez ou non? Donc vous avez une épreuve sur la patience. Vous assumez la patience. Hop, vous faites apparaître la patience
dans votre diamant. Ça va? Le travail, la résilience, la compréhension, l'intelligence de vie, le sens des priorités, la hirat shamaim, la crainte du ciel, le bitachon, la emuna, ce sont toutes les facettes de votre diamant intérieur. Maintenant, si vous ne taillez pas le diamant, et ça se mesure en 5 minutes, parce que les gens ils se disent non mais peut-être je suis un tzaddik nistar. Genre même Dieu il ne me connaît pas. Ça s'appelle l'Aïstar. D'accord? Non. Tu sais comment tu mesures ton degré d'évolution? C'est le niveau de maturité de tes réactions. Donc s'il y a une question de 30 ans, tu réponds une réponse de 15 ans, c'est que tu as 15 ans. Tu dis mais comment on peut avoir 15 ans à 30 ans? C'est pas possible. Avant c'est pas possible. Dis-moi, comment est-ce qu'on peut avoir un niveau de CM2 en terminale? Oui, non? Bah oui, si ton père c'est un gros donateur. Donc chaque année tu passes de classe. Mais tu fous rien. Donc tu restes avec ton niveau de CM2 et tu arrives au bac. Et là tu dis excusez-moi monsieur, pourquoi les énoncés ils sont en russe? Non, c'est du français, mais t'as mis la feuille à l'envers. C'est-à-dire, c'est khmar au carré, à la puissance khmar. C'est presque de la physique quantique. Ouais. Comment c'est possible? Bah, c'est très simple. Parce que tu sais comment tu es devenu un élève de 6e? En travaillant pendant le CM2. Comment tu es devenu un élève de terminale? En travaillant pour la première. Mais si tu fous rien depuis le CM2, tu as un niveau de CM2. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche de travailler? Les Yetzirara. Pourquoi? Parce que le Yetzirara, on l'appelle le confort à la non-existence. Donc quand ton moi intérieur, il doit rentrer dans la réalité, il doit assumer, il doit se battre, il doit réussir, il doit intégrer, il doit comprendre. S'il ne le fait pas, tu n'évolues pas. Vous me suivez ou non? Si tu ne le fais pas, c'est pour ça qu'ils ont dit les Chachamim, Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro. Elle est incroyable cette phrase. Ezeu Gibor, qui est l'homme fort, celui qui maîtrise son Yetzirara. Moi, la vérité, si j'avais écrit le Pirkei Avot, ouais, j'aurais marqué Ezeu Tzadik, Akovesh et Titzro. Qui c'est le Tzadik, le juste, celui qui maîtrise son Yetzirara? Ezeu Gadol, qui c'est l'homme grand, celui qui maîtrise son Yetzirara. Mais c'est-à-dire quoi Ezeu Gibor, qui est l'homme fort? Mais l'homme fort, c'est qui? C'est Bruce Lee? C'est qui? C'est Sylvester? C'est quoi fort? C'est un haltérophile? Ezeu Gibor. Oui. Quel rapport entre la force et la maîtrise du Yetzirara? Alors regardez, en 2 mots, parce que vous n'avez pas l'occasion forcément de faire 10 ans d'Yeshiva. Gibor, ça veut dire fort. Ça vient de Gever. C'est quoi Gever? Un homme. Geveret, une femme. Ça veut dire un adulte. Gever, c'est un adulte. Maintenant, c'est quoi les Idgaber? Ben, c'est-à-dire se maîtriser, se renforcer pour assumer. Adam Sarich l'Idgaber. Ouais. Toi, tu as envie de mettre cette mini-jupe, mais t'es Midgaberet. Tu dis non, je vais me casser la tête, je vais trouver en sentier quelqu'un qui fait des jupes plus longues. Tu dis non, je m'en fous, je l'ai trouvé là-bas chez Camailleux ou j'en sais rien. Ouais. Et puis je l'assois. Et puis quand je m'assois, ben, évidemment, elle remonte. Tu dis mais quand je suis debout, elle est à la bonne longueur. C'est ce qu'on appelle une jupe évolutive. Ouais. C'est comme si tu as un pull, c'est comme si tu as un pull un peu échancré. Mais en vérité, c'est un dos nu, mais tu l'as mis à l'envers. Tu dis mais tu peux pas t'habiller comme ça. Oh, ça va, ça va. Hein. Il a qu'à se tourner la tête, le gars. Une fois, j'ai fait un cours sur la pudeur. Alors, il y a une fille, elle est venue à la fin du cours, elle me dit, écoutez, je comprends rien à ce que vous dites, parce que moi, j'ai rien à cacher, d'accord? J'essaie de prendre un air hamara, mais j'ai du mal. Elle me dit, j'ai rien à cacher. Je dis, non, excusez-moi, c'est pas que vous avez rien à cacher. Elle me dit, bon, non, c'est que vous avez rien à montrer. Ben oui, parce que on voit tout. Buffet campagnard gratuit. Servez-vous. J'ai voyé la vache, elle n'a pas de pudeur. Vous avez déjà vu une vache qui a de la pudeur? Alors elle, les mamelles à l'air. Hein. Le chat, il est très pudique. Jamais tu vois un chat qui a une relation avec un autre chat. Jamais. Le chien, la vache, le taureau, tranquille. Comme ça, il dit le Maharal de Prague. On apprend les midotes. On apprend les midotes de... Comment ça se fait? Il est en silencieux, il sonne quand même celui-là. Donc, on apprend les midotes des animaux. Je dis, vous voyez, la vache n'a pas de pudeur. Tu sais pourquoi? Parce que c'est quoi la pudeur? La pudeur, c'est de donner une priorité à ton intériorité. C'est-à-dire que ton intériorité est plus importante que ton extériorité. Par exemple, moi, vous me voyez ou non? J'aurais pu mettre une chemise bien ouverte, avec un torse poilu et un beau high comme ça. Ouais. Et puis un pantalon fendu, et puis une mèche, comme ça. Et puis une posture et une façon d'être.
Ouais, non, pourquoi? Parce que ce que j'ai à dire est plus important que ce que j'ai à montrer. Vous me suivez ou non? Par contre, l'autre qui n'est pas de sa noix, donc ce qu'il a montré est plus important que ce qu'il a à dire. Et je lui dis que la vache, elle n'a pas de sniout. Alors la fille, elle me dit, alors quoi, vous me traitez de vache? Je dis, Hazvé Shalom. Mais la preuve, mais la première fois que vous êtes passé dans la rue et que votre copain, il a parlé à ses copains, il a dit, oh la vache. Et vous, quelque part, ça vous a... T'as vu, il a parlé de moi, je crois. Ouais, il a parlé de toi. Ouais. Et les mecs, ils ont dit, mais non. C'est un club, c'est toute une ambiance. En plus, ça s'appelle Marguerite Mina Shamaïm. Et tout le monde sait que le bonheur est dans le pré. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que la sniout, c'est une marque d'intériorité. L'intelligence, c'est une marque d'intériorité. La maturité, c'est une marque d'intériorité. L'Aïrat Shamaïm, c'est une marque d'intériorité. Le bitachon, c'est une marque d'intériorité. Donc en vérité, tout le projet, c'est de fabriquer ton intériorité. Pour qu'ensuite, ton intériorité se réalise à l'extérieur. D'accord? Mais s'il n'y a rien dans la boîte, à quoi ça sert de faire un paquet cadeau? Donc, votre travail, c'est de fabriquer cette personne qui est à l'intérieur. C'est ça que vous êtes censé faire. Ouais. Et il faut que vous ayez ce projet. Donc aujourd'hui, le projet, c'est genre, c'est pas avec qui je vais me marier. Moi, des fois, les filles, elles me disent, ah, mais Chétri, bon, vous qui sentez les choses, écoutez, pour l'instant, je sens votre déodorant. Ouais. Comment il est, mon futur mari? Je dis, vous voulez la vérité? Elle me dit, oui. Je dis, il est comme vous. Oh, elle me dit, Chazé Shalom. Vous croyez en Dieu, non? Oui, non? On est entre nous, vous pouvez être sincère. D'accord. Bah, je vous mes avis Xivugim. Hachem, il crée des couples. Qu'est-ce que dit l'Agmara? Les Fimara savent, selon les actes. Et les actes, c'est quoi? C'est le relief de ta personne. Et ta personne, c'est ta volonté. Donc la personne que tu es à l'intérieur, elle va apparaître à l'extérieur. Donc le bon Dieu, il va t'envoyer une personne qui est complémentaire de ce que tu es. Donc si tu es coléreuse, oui, il va t'envoyer un mec très patient ou un mec plus coléreux que toi. Si tu es une menteuse, il va t'envoyer quelqu'un qui ment jamais, ça va être le cauchemar, ou quelqu'un qui ment plus que toi, tu deviens folle. Si tu es superficiel, il va t'envoyer un superficiel. Si toi tu fais pas attention à, je sais pas moi, à la sniout, lui il va t'envoyer quelqu'un qui est pas chômeur Shabbat. Et toi tu vas dire, ouais, je comprends pas, t'es pas chômeur Shabbat. Il dit, mais toi t'es pas de sa noix. Donc vous êtes pareils les deux. Vous me suivez ou non? Si toi tu es incohérent sur la cache-route, lui va être incohérent sur le respect. Mais ça s'appelle la ressemblance. Maintenant, où on rencontre quelqu'un qui nous ressemble par mimétisme, ou quelqu'un qui nous ressemble par complémentarité. Comme le bouchon là, le bouchon et la bouteille. Si vous les prenez séparément, ils ne se ressemblent pas, et pourtant ils sont complémentaires. Donc le défaut majeur de la personne que tu épouses, c'est qu'elle te ressemble. Maintenant, les gens qui se connaissent et qui s'aiment, ils ont du plaisir à rencontrer quelqu'un qui leur ressemble ou qui les complète. Mais les gens qui ne se connaissent pas ou qui ne s'aiment pas, ça va être le cauchemar l'autre. Puisqu'il va juste te renvoyer ce que tu aurais dû être ou sur ce que tu es. Oui, non, oui, non. Donc vous vous rendez compte toute cette somme de douleurs que tu vas éviter en te connaissant, en te construisant, en t'assumant, tout ce que tu vas gagner comme temps. Parce que je vous rappelle, moi c'est ma petite expérience, moi j'ai pas votre expérience, j'ai eu à peu près 4000 couples en consultation et peut-être 30 000 au téléphone. Mais je peux vous dire que 90% des problèmes de Shalom Bayit ne sont pas des problèmes de couple, ce sont des problèmes personnels qui dégénèrent en problèmes de couple. Je sais pas si vous me suivez. C'est que le mec, il n'a pas confiance en lui, il va dire à sa femme qu'elle est nulle, c'est du transfert. La femme, elle n'a pas coupé le cordon ombilical, elle va dire à son mari, tu parles trop à ta mère. Alors que c'est elle qui veut pas acheter la même jupe parce qu'elle a peur que sa mère achète la même. Ça va? Donc tu vois que les problèmes de couple, c'est des problèmes personnels. Après, les problèmes de couple, c'est des problèmes au niveau de l'éducation. Donc les problèmes d'éducation, c'est des problèmes de solidarité au niveau du couple. Et les problèmes de solidarité au niveau du couple, ça vient des problèmes personnels qui ont dégénéré, qui sont eux-mêmes des problèmes de solidarité avec soi-même. Donc c'est-à-dire que quand tu travailles tes midotes, quand tu te construis, tu travailles ta personne, tu travailles ton couple et tu travailles l'éducation de tes enfants, les trois en même temps. Surtout que les enfants, ils sont jamais très loin d'être l'expression de ta semence. Ça va? Et la semence, il dit le Ramban, elle est faite à 99% de la Mahashava. Et la Mahashava, on a dit que c'est quoi? C'est la pensée profonde. Donc quand tu construis ta personne profonde, tu construis ton essence, et ton essence, elle s'inscrit dans ta semence. Donc ce que tu vas trouver chez l'enfant, en fait, c'est ce que tu as travaillé et ce que tu n'as pas travaillé. Donc c'est pas la peine de t'énerver que l'enfant il est comme ça, puisque son seul défaut, c'est de te ressembler. Tu dis, mais j'aurais pu éviter ça, ouais, en évoluant avant. Ça s'appelle le patrimoine génétique.
Mais alors, il y a un patrimoine génétique physique, il a tes hanches, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Il y a le patrimoine génétique psychologique, il a tes angoisses, c'est vrai. Il y a le patrimoine génétique spirituel. Tout ce que tu as acquis et intégré au niveau spirituel, l'enfant, il l'a de manière innée. Par contre, si toi, tu n'as pas acquis au niveau spirituel, ou si toi, tu fais semblant, l'enfant, il ne fait pas semblant. Tu ne peux pas tricher. Ça s'appelle l'ADN. L'ADN, tu ne peux pas mentir. Si on trouve ton ADN sur une scène de crime, tu pourras toujours dire j'étais pas là. C'est ton ADN. Et l'ADN, avec le Yud de la Chorma, ça fait Adonai. Et Adon, c'est Adonakol. Il n'y a pas où aller, Baba. Tu ne peux pas échapper. Ouais. Alors tu dis alors quoi, mais c'est angoissant. Mais non, puisque tu assumes. Quand est-ce que c'est angoissant? Quand tu n'assumes pas. Mais quand tu assumes, tu assumes un examen, tu prépares à fond. Tu n'as pas peur d'y aller. Mais quand tu n'as rien foutu, tu t'angoisses. Tu dis, oh là là, je vais tomber sur un mauvais truc. Cette année, il paraît qu'ils sont très durs. Mais évidemment, tu as glandé toute l'année. Vous me suivez ou non? Quand tu dis, ah, j'espère que je vais pas rencontrer un nul. Mais enfin, chérie, il peut que te ressembler. C'est quoi la question? Vous voyez ce que je veux dire ou non? Donc ça veut dire que tu ne dois pas avoir peur de l'avenir si tu construis ton présent. Tu dois avoir peur de l'avenir si tu ne construis pas ton présent. Parce que souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'avenir, c'est le fruit de ton présent. Et le présent, c'est le fruit de ton passé. La preuve, si tu veux comprendre ton présent, regarde ton passé. Je te dis, tu arrives à l'examen, tu comprends rien, mais tu sais que tu n'as rien foutu. Ouais, mais je pensais, Mina Shamaïm, j'ai préparé un seul sujet, mais je pensais tomber sur celui-là. Bon, mais j'avais une chance sur 20, je suis pas tombé sur celui-là. Le bon Dieu, même pas. Pourtant, j'ai allumé des veilleuses. J'ai pèleriné Rabbi de Constantinople. Mais t'as travaillé ou non? Non, j'ai rien foutu. Toi et ta chance. Donc, ça veut dire qu'en regardant ton passé, tu comprends ton présent. Pourquoi? Parce que le présent est le fruit du passé. Ça va? Maintenant, si, attention, en regardant ton passé, tu comprends ton présent, tu sais qu'un jour, ton présent, il sera le passé. Quand ça? Quand ton futur, il sera présent. Ça va toujours? Donc, si tu comprends ton présent en regardant ton passé, il suffit de mettre ton présent au passé pour connaître ton avenir. C'est QFD, ce que fait Dieu. Vous avez compris l'idée ou non? Alors vous allez me dire, ouais mais attendez, le passé, c'est facile d'avoir du recul sur le passé parce que le passé il est passé. Donc on comprend le présent en regardant le passé parce qu'on a du recul. C'est comme par exemple si vous savez lire. Vous savez lire vous? Je sais pas ce que j'ai avec vous. Ouais. Donc vous savez lire? D'accord. Donc si vous savez lire. Ah ouais, attendez, j'ai un doctorat en littérature. Ah ouais, vous savez lire? Bah oui, je sais lire. Oui, ouais, je sais très très bien lire. Ok. Alors, j'y venais ici. Alors lisez cette feuille. Vas-y, lis-le. J'arrive pas. Monsieur, doctorat de littérature. Je dis mais je peux pas. Pourquoi? Écoute la phrase. Écoute bien. J'ai pas de recul. J'ai pas de recul. Vous me suivez ou non? Donc quand tu manques de recul, tu comprends pas tes enfants. Tu comprends pas ton mari, tu manques de recul. Si tu n'as pas de recul sur toi-même, tu ne te comprends pas. Si tu n'as pas de recul sur ton travail, tu ne comprends pas de ton travail. Si tu n'as pas de recul sur tes efforts, tu ne comprends pas tes résultats. Donc il faut prendre du recul. Maintenant, il y a deux genres de recul. Le recul horizontal, le recul vertical. Le recul horizontal, c'est que le temps a passé, donc par définition, c'est du passé. Donc aujourd'hui, j'ai du recul. Et le recul vertical, parce qu'on a dit comment je vais faire pour mettre mon présent au passé. Ça s'appelle en français l'introspection. Ça s'appelle la projection. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis capable de me regarder vivre, de me regarder travailler, de me regarder raisonner, de me regarder être sensible, pour savoir, attention, quelles sont les graines de mon futur dans mon présent. Donc si je suis très sensible, je sais que je vais souffrir dans le futur. Si je manque de confiance en moi, je sais qu'il y a des gens qui vont abuser. Vous me suivez ou... Et ça, tu n'as besoin de personne pour ça. Tu as juste besoin de toi. C'est pour ça que c'est marqué dans Pirkei Avot. Im en anili mili. D'accord? Je traduis pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Si je ne suis pas pour Émilie, qui est pour Émilie? Non, c'est pas ça. Im en anili mili. Si moi, je ne suis pas pour moi, qui est pour moi? D'accord? Mais il est bizarre ce mot. Parce que Annie, c'est quoi Annie? C'est moi. Et Li, c'est quoi? Bruce. Non, Li, c'est pour moi. D'accord?
Maintenant, quelle différence entre moi et pour moi? Maintenant, im, en, ani, li. Donc, il y a moi et il y a moi pour moi. Alors, je vous donne une image. C'est comme un enfant. Vous baladez avec un enfant de 6 ans. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a envie? Il a envie de courir sur la route. Mais vous, parce qu'il n'a pas conscience du danger. Mais vous êtes une adulte. Donc, quand vous lui dites, hé, reste à côté de moi, donne-moi la main. Donc, en fait, vous vous occupez de l'enfant qui est inconscient parce que vous avez la conscience. Ça va. Maintenant, dans la même personne aussi, il y a un côté inconscient. Ouais, il y a l'ahmara et il y a la fille intelligente. Il y a celle qui veut s'en sortir et celle qui veut glander. Il y a celle qui veut réussir et celle qui veut se laisser aller. Il y a celle que ça l'intéresse de se faire draguer par Mouloud. Et il y a l'autre qui dit Hazvé Shalom, mais ça va pas la tête, non, je suis une bête Israël. Tu vois, c'est un mélange des deux. Maintenant, la vraie question, c'est sûr qu'il y a les deux. Mais la question, c'est qui domine qui? Maintenant, il y a des gens qui n'ont même pas créé le moi intérieur. Parce que vous avez compris que N, im, en, ani, li, il y a le ani et le li. Ça veut dire qu'il y a 2 mois. Il y a un mois et un mois. Maintenant, il y a un moi adulte, un moi enfant. Maintenant, le moi adulte, c'est le moi qui va me donner à moi le pouvoir que mon moi devienne moi. Ça va? Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, comme dirait un chauve, mais l'idée, c'est ça, d'accord? C'est que quand je vais faire de la musculation existentielle, quand je vais développer mon intelligence, quand je vais prendre du recul, quand je vais développer ma hirat shamaim et mes midot tovot, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être capable de dire, ce que je fais là, c'est bien. Ce que je dis là, c'est vrai. Ce que je ressens, c'est moi. Ça, mais qui c'est qui peut le faire? C'est seulement si j'ai créé ce moi qui s'occupe de moi. Mais la vérité, ne prenez pas mal. Mais les 3 quarts des gens, ils n'ont pas développé le moi intérieur. Donc ils sont épidermiques. Il n'y a que l'épiderme. L'épiderme, il fait froid. Oh, il fait froid dehors. Oh, j'ai des frissons. Oh, oh. Mais les réactions épidermiques touchent l'épiderme. Mais ton intériorité, lui, il n'est pas touché. Sauf s'il n'y a pas de moi intérieur. Maintenant, je vous donne un secret. Les 3 quarts des gens qui accusent les autres de ce qui les concerne, c'est parce qu'ils n'ont pas créé un moi à l'intérieur pour dire « moi, j'ai fait ça ». Vous me suivez ou non? Ça s'appelle en français la remise en cause. Or, c'est quoi la remise en cause? C'est un niveau de maturité. Parce que la mise en cause, c'est quoi cause? La cause, est-ce que c'est la cause? La loi de causalité, c'est la cause. La mise en cause, c'est d'accepter d'être la cause. Maintenant, si vous avez la Emouna, vous savez que la Emouna, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle me concerne. Donc, je suis la cause. Ah, tu dis, alors c'est encore à cause de moi? Mais non. Si vous êtes seul dans une situation, vous comprenez que c'est lié à vous. Ça va. Si vous êtes 2, vous êtes concerné à 100% par 50% de la situation. Si vous êtes 3, vous êtes concerné à 100% par 33% de la situation. Mais c'est pas possible que vous soyez dans une situation et que vous n'avez rien à voir avec la situation. Ça va? Donc si je suis concerné par la situation et que c'est Dieu qui a créé la situation, c'est que cette situation, elle est faite pour que je grandisse. Maintenant, si je ne grandis pas de la situation, donc je vais rester avec mon même niveau d'immaturité. Donc je serai encore moins adapté à la situation d'après. Puisque je suis en CM2 alors que... Enfin, j'ai un niveau de CM2 alors que je suis en terminale. Donc maintenant, quand moi je vais accepter d'être concerné par la réalité et que je vais assumer la réalité, c'est ça ce qu'on a dit, que je vais être mitgaber. Or c'est quoi l'itgaber? C'est l'iot gever. Gever c'est quoi? Adulte. Et gibor c'est fort. Donc je résume. Ata gibor, traduction Ata gibor, tu es fort. Maintenant il y a 2 manières de l'écrire. Tu es fort. Tu, T-U, E2F-O-R-T. Vous allez dire, Rav, Mechila, je crois qu'il y a une faute d'orthographe. Ah non, il faut écrire tu, E-S-F-O-R-T. Oui, je sais. Je vous ai dit que je dictais des dissertes de philo. Donc il y a une nuance. Tu, c'est toi. Et, c'est quoi? C'est le mouvement existentiel. Fort, c'est le résultat à atteindre. Ok. Mais le il est dangereux. Parce que oui, non, je vais le faire, je vais pas le faire, je suis capable de le faire. Qui a dit où c'est marqué? Mais si tu fais comme ça, tu es fort. Tu es fort. Effort, E2F-O-R-T. C'est quoi? Tu sais quoi? Je suis l'effort. Je fais l'effort. Je fais ce que j'ai à faire. Je fais mon devoir. Je suis une bâtisse Israël, j'agis comme ça. Je suis en classe, je travaille. Je veux atteindre un niveau dans la Kedusha, je préserve mes yeux. C'est l'heure de la prière, je me concentre. Donc moi et l'effort, on fait un. Toi Jen, moi Tarzan. D'accord? Mais si tu fais tu es fort, le
c'est aléatoire, c'est arbitraire, c'est éphémère. Oui, aujourd'hui je suis bien, demain je suis pas bien. Après je me pose la question, c'est nécessaire, c'est à quoi ça sert, qu'est-ce que je vais faire plus tard, qu'est-ce que je vais devenir. Oh là 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 là, tu es fort. On le sait ou non? C'est comment ça s'appelle le fait d'enlever le ES pour faire l'effort, pour que toi et l'effort vous faites un. Comment ça s'appelle en hébreu? Messirut Nefesh. C'est ça, Messirut Nefesh. T'es fatigué, tu rentres de l'école. Ta mère, elle vient d'accoucher, elle te dit, je t'en prie, tu prépares le Shabbat. Qu'est-ce que tu vas dire? Oh, je suis fatigué, hein. Je suis fatigué. Oh, tu la joues égoïste, limite pathos. Mais non, tu dis, oh, merci maman. Il n'y a pas de problème. Merci maman de me donner cette opportunité de te rendre un petit peu le bien que tu m'as fait. T'es fatigué, tu sais quoi? La fatigue, elle dépend du niveau de motivation. Donc si tu es motivé, il n'y a pas de fatigue. Si tu n'es pas motivé, il y a de la fatigue. Et la motivation, elle vient de la volonté. Et la volonté, elle vient de l'Neshama. Et la Neshama à l'infini. Donc si tu maîtrises le flux de volonté, tu n'es jamais fatigué. Mais si par contre, ton flux de volonté, il est coupé par ta flemme, par ta lourdeur, par ton angoisse, par tes réflexions, par tes calculs, ouais, c'est la dernière fois, c'est moi qui ai fait la vaisselle. Ok, je vais pas la faire tous les jours. T'as peur de quoi? De te faire un claquage? De raccourcir ta vie? De quoi? De devenir intelligente? Non, ça n'arrivera pas, ça. Ouais. Donc vous avez compris qu'en vérité, tu es fort. C'est toi et l'effort, vous faites un. Et si tu dis, bah, j'y arrive pas, enfin attention. Parce que quand tu n'arrives pas à écrire tu es fort, tu sais ce que tu écris? L'effort tue. L'effort tue. C'est que ça te tue de faire des efforts, ça te tue. Ouais, vous êtes en terminale. Moi, je vais vous dire un truc, mais vous ne le prenez pas mal. Hein. C'est quand le prof de maths, il nous donnait 4 exercices. On était une bande de copains. C'est ce que je faisais, moi. On partait à Giberjeune, on achetait des bouquins de maths d'occasion. Quand il donnait 4 sur une leçon, on en faisait 40. Vous savez, le journal de l'étudiant, à la fin, il donnait tous les énoncés là, des résumés du bac de l'année d'avant. Ouais, je les faisais tous les trucs de l'année dernière, je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire qu'il y avait genre 200 énoncés, on les faisait tous. Je faisais toutes les dissertations, tout. Tu dis, mais à quoi ça sert à rien. Je lisais 2000 pages par mois. Mais tu dis, mais non, mais attends, le bouquin, le prof, il a dit qu'il faut finir le livre avant le 14 juin. J'ai pas le temps. Attends, tu sais combien j'ai de séries à voir? C'est-à-dire que si tu cherches une opportunité de faire des efforts, écoute bien, celui qui fait des efforts, il est fort. Et celui qui est fort, c'est pas un effort. Donc en fait, les efforts, c'est pour les gens faibles. Mais les gens qui s'annulent devant l'effort, ils sont forts. Et quand ils sont forts, il n'y a plus d'efforts. Moi, par exemple, là, je parle au ralenti. C'est pas ma vitesse de réflexion. Mais je veux être pédagogique avec vous. Et déjà, c'est rapide. Parce que normalement, un rabbin, il fait une idée par quart d'heure. Là, il y a à peu près une idée par seconde. Bon, peut-être 2 secondes. Faites l'effort. Voilà, j'ai filmé le cours. Après, je vous l'envoie. Je l'envoie à la responsable. Moi, je vous donne un truc. Prenez le cours, même si vous l'avez déjà écouté. Prenez des pages et mettez-le par écrit. Pas toutes les blagues, que les principes, Quand vous allez à 30 pages, vous allez dire quoi? On a fait tout ça? Vous savez, moi, les psys me disent, mais Ria, comment tu arrives à faire en 2 mois ce que nous, on n'arrive pas à faire en 10 ans? Je dis, parce que j'ai pas une piscine à payer. Je veux dire, je n'ai pas une raison de faire durer l'exercice. Vous, c'est pareil, d'accord? Moi, mon travail, c'est accélérateur de maturité. C'est ça, mon travail. Moi, je n'ai aucun but dans ma vie, j'ai que ça. C'est tout ce qui m'intéresse. Parce que moi, la vérité, j'ai pas besoin. Je peux vivre, j'ai de quoi manger. Ouais, j'ai une famille extraordinaire, j'ai une femme incroyable, qu'Hachem me la garde en bonne santé. Ouais. Donc, j'ai pas besoin de me prendre la tête, à aller convaincre des gens de ne pas être convaincus en 2 mots. Mais vous, ouais, vous êtes là. Moi, je suis là. Vous croyez en Dieu? Ouais. Donc, vous êtes là, moi, je suis là. Maintenant, moi, j'ai fait un process avec vous. Vous croyez que j'ai donné un cours? C'est pas vrai. On a fait ce qu'on appelle un parcours existentiel. C'est-à-dire, vous avez écouté, vous avez fait comme ça, vous avez compris, vous vous êtes reconnu, vous vous êtes senti concerné. Il y a des choses qui vous ont remué, il y a des choses qui vous ont donné envie. On fait un parcours. Le projet, c'est qu'en sortant du cours, vous n'êtes pas les mêmes qu'en rentrant. Et la vie, c'est quoi la vie? La vie, c'est une série de rencontres. Ben, il y a des gens qui optimisent les rencontres, et puis il y a des gens qui disent, bon, c'est sympa, oui, marrant, hein. Oh, c'est pas un rabbin classique. Non, ça, c'est du confort avec Gad Elmaleh. Non, c'est l'idée de dire, est-ce que tu prends le challenge ou non? Alors vous, c'est pareil. Vous êtes des Bénot Israël, vous êtes des diamants.
D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup de respect parce que vous êtes des diamants, des futures mamans. Vous savez, j'ai des élèves à moi qui aujourd'hui ont des enfants qui sont des tzadikim, des rabbanim, des élèves qui étaient sans kippa à Sarcelles et maintenant ils sont dayanim chez Rav Nissim Karelitz. J'écris des askamot, des lettres de recommandation dans des livres qu'ils ont écrits. Les mecs ne savaient même pas lire. C'est-à-dire, Baruch Hashem, on voit les résultats, on voit les fruits. D'accord? Vous, c'est pareil. Vous ne connaissez pas votre avenir. C'est impossible de savoir. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ce que vous allez mettre dans votre présent, c'est ça que vous allez voir dans votre futur. Maintenant, si vous voulez que dans votre maison, plus tard, il y ait de la Torah, si vous voulez qu'il y ait de la Hirat Shamaim, si vous voulez qu'il y ait de la Shekhinah, de la présence divine, et c'est quoi la présence divine? La présence divine, c'est la communion des bonnes volontés. Maintenant, qui c'est qui fait exister la volonté? C'est le moi. Donc, si vous-même, vous n'existez pas, ou que votre mari n'existait pas, ou que les deux, vous ne coexistez pas, donc il n'y aura pas d'amour. Et l'amour, c'est la Shekhinah. Donc vous avez la possibilité, et c'est pour ça que je dis, comme nous disait le Rav à l'époque, il a dit, même si un gars il veut faire médecine, même s'il veut faire dentaire, même s'il veut faire HEC, il faut qu'il fasse 1 an, 2 ans d'Yeshiva. Ouais, pourquoi? Parce que c'est ça qui va donner le goût. Moi, mes enfants à moi, bon, Hachem, j'en ai beaucoup. Je leur dis toujours, je dis, moi, ce que je vous demande, d'être des tzadikim. Vous devez être des tzadikim. Maintenant, peut-être que vous serez des tzadiks au kollel, peut-être que vous serez des tzadikim au travail, peut-être que vous serez des tzadikim à l'université, mais soyez des tzadikim. Maintenant, on ne peut pas être tzadik si on est amaret. On ne peut pas inventer tzadik. Il faut apprendre de la Torah. D'accord? Maintenant, peut-être vous voulez faire dentaire, vous voulez faire maths appliquées, ou vous voulez faire, je sais pas moi, dauphine. D'accord? Mais avant ça, il faut que vous ayez goûté une année de Torah dans un séminaire, pour être certaine que c'est ça qui va imprégner votre avenir. Parce que moi, je vous le dis, hein, attention. Comme vous avez une neshama, vous avez un psychique et vous avez un corps. Le corps, tu fais de la gym, tu fais attention, tu fais un régime. Le psychique, tu développes ta personne, tu développes ton respect de toi-même, ta connaissance de toi. Mais la neshama, et il faut la nourrir aussi. Et si vous allez dire, non mais je viens d'une bonne famille, Baruch Hashem, Eman Hashem, Odul Hashem. Je t'ai dit encore une fois, tu ne sais pas ce qui va se passer à la fac. Tu ne sais pas comment ça va se passer. Alors comme à mes enfants, à moi, je leur disais, t'es un Bachour Yeshiva. T'es un Bachour. Un Bachour, il a des valeurs, il a des repères. Il sait qu'est-ce qui est important, ce qui n'est pas important. Il ne va pas se prendre la tête parce qu'il n'a pas une grosse voiture. D'accord? Si son armoire elle est un peu branlante et qu'il n'a pas les moyens, il sera content. Mais si le gars il pense qu'au fric et à la matérialité, il va se prendre la tête pendant 60 ans pour se payer la maison, qu'il ne pourra pas l'utiliser puisqu'il va faire la crise d'hémiplégie le jour de la retraite. Ce qu'on appelle un PAC ou un piège à... D'accord? Donc, si vous voulez faire rentrer des vraies valeurs dans votre tête, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous allez être Haredi ou que vous allez épouser un Kollelman. Non, ça ne veut rien dire. Mais vous allez prendre cette Torah, et avec cette Torah, vous allez aller à la fac, et vous allez vous préserver, vous allez aller en école d'ingénieur, et vous allez faire votre BTS immobilier, vous allez faire votre école d'infirmière, mais vous ferez votre école d'ingénieur, Bat Israël. Vous ferez votre fac, Bat Israël. Oui. Mais sinon, écoutez bien, moi je leur parle toute la journée. Sinon, c'est la roulette russe. Tu peux pas savoir. Je te dis, des gens, 20 ans d'école juive, des Chabad ou des 20 ans de Otsara Torah, 20 ans de Lucien de Hirsch, et le gars, elle paraît Christian. Ouais, mais lui, il a des qualités super. 20 ans pour ça? 20 ans pour ça? Oui, il va à Madrid, là-bas, ou à Porto, et là-bas, il rencontre un Espagnol, super gentil. Il a promis qu'il allait se convertir, blinéder, avec son père est curé, mais bon, ça va. Ça, on peut faire une croix dessus. Ouais. Donc, moi, encore une fois, c'est pas mon problème que la personne, elle rencontre un goy. Colwar de Mazzalo. Mon problème, c'est que ça l'a pas dérangé. C'est-à-dire qu'à un moment, tu aurais dû tiquer, tu aurais dû dire oh. Et ça, je peux pas le faire. Vous mangez du cochon ou non? Non? Même pas si vous avez vraiment faim, vous êtes à la gare de Saint-Étienne à 1h du matin, il n'y a rien à manger, il n'y a que ça. Jambon beurre. Non? Non, vous enlevez le beurre, faut pas faire servir halal. Non, vous mangez pas de cochon? Ben, tu vois, le jour où n'importe quelle avéra dans ta vie, elle est comme le cochon, que c'est impossible. D'ailleurs, c'est tellement impossible qu'on te propose même pas l'épreuve. Parce que sachez que si on te propose l'épreuve, c'est que c'est ton niveau. Donc si tu as une épreuve sur la cache-route, c'est que tu n'as pas réglé la cache-route. Si tu as une épreuve avec le garçon, c'est que tu n'as pas réglé le problème des garçons. Si tu as une épreuve sur la sniout, c'est que tu n'as pas réglé le problème de la sniout. Parce que l'épreuve, elle te définit. Maintenant, ce que je vous dis, moi, comme mes filles, hein, vous êtes comme mes filles, pour moi, il n'y a pas de différence. Je leur dis la même chose à mes enfants. C'est que il faut se donner les moyens de ses ambitions.
Maintenant, si Bezrat Hashem, vous pensez à une maison où il y aura de la Torah, où il y aura la Shekhinah, où il y aura l'équilibre, où il y aura un vrai amour, pas de Brel en train de se prendre la tête parce que les Tunisiens et les Marocains, ils font pas la même chose à la Mimouna. Je parle pas des CON, ça c'est inintéressant. Ouais, si vous voulez une maison comme ça, il faut vous donner les moyens. Vous me suivez ou non? Parce que c'est comme chez Castorama. Il y a des parpaings à 75 centimes et il y en a à 3,40 €. Alors tu dis au vendeur, attendez quand même, 75 centimes, 3,40 €, c'est pas un peu exagéré? Il dit c'est vrai, mais celui-là il est garanti à vie. Et celui-là il est biodégradable. Il pleut, ils font. Mais c'est de la MER, ouais, mais c'est pas cher. Maintenant toi tu veux un khatan au rabais, toi? Toi tu veux un couple à 2 balles? Toi tu veux préparer le divorce le jour du mariage? Toi, tu veux des enfants à moitié tordus parce qu'ils sont encore malades des avérotes que tu as fait dans ta jeunesse? C'est ça que tu veux? Ou non? Tu veux du sérieux? Alors donne-toi les moyens. Donne-toi. Comme des gens, ils font finance. Avant de faire finance, ils font maths sup, maths spé. Parce qu'ils veulent avoir un autre niveau, un autre level. Ouais. Et toi, c'est pareil. Tu peux faire une prépa à médecine avant de faire médecine. Tu peux, tu as le droit de le faire pendant la terminale. Ouais. Et bien toi, tu dois faire une prépa à fabriquer une Baït Ne'eman Be-Israël. Et croyez-moi, c'est pas facile. Parce que je peux le vous dire, hein, de mon expérience personnelle avec ma femme, qu'avec l'intelligence, avec la finesse, avec la kedusha, avec la sniout, avec la pédagogie, avec le divrei Torah, avec le sikouya rabim, avec le sroud du rabim, avec des efforts de l'évolution, de la remise en cause, avec 100 000 élèves, avec 1 million de cours distribués, avec des millions de vues, c'est pas facile, le couple. Et c'est pas facile, l'éducation. Alors, analphabète, brel, intéressé, nul, ouais, et névrosé, angoissé, bipolaire et schizophrène. Ça va être mortel. Maintenant, vous, moi je suis jaloux de vous parce que vous êtes avant. Vous êtes avant. Vous me suivez ou non? Ça, vous avez le choix du roi. Moi j'aimerais bien avoir votre âge. Parce que moi, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie. Mais j'aurais voulu faire plus. J'aurais voulu faire mieux. Vous, vous êtes avant. Ça veut dire que vous pouvez faire mieux. Vous me suivez ou non? Vous pouvez faire mieux. Mais encore une fois, vous voulez faire mieux, mais donnez-vous les moyens de le faire. Parce que ça ne viendra pas tout seul. Et si vous avez l'impression que vous allez perdre un an au séminaire, des fois, rappelez-vous que des fois, tu as côtoyé un garçon pendant 4 ans pour te rendre compte qu'il était nul. Et des fois, tu as mis 12 ans pour te rendre compte que ton mari t'a jamais aimé. Donc peut-être des fois, une année de perdu, c'est 20 ans de gagné. Des fois, 1 heure de réflexion, c'est 10 ans de gagné. Vous me suivez ou non? Comme ce cours d'aujourd'hui, ouais, c'est des années. Maintenant, comme j'ai dit aux garçons, je vous le dis à vous, moi j'ai un programme, d'accord? C'est sur le respect de soi, sur la connaissance de soi, sur la joie, sur la sérénité. C'est des cours avec une méthode, une méthodologie d'auto-analyse, de comprendre. En fait, c'est du moussard, c'est gratuit. Celles qui veulent, ça s'appelle un accélérateur de maturité. Là, j'étais chez les garçons, j'ai envoyé à 20 garçons. 20 garçons individuellement, ils m'ont dit je veux le programme. Et ils le font. C'est gratuit, hein, vous le faites. Et après, si Dieu veut, si vous ennuyez pour être coach, et si vous le faites bien, vous pourrez soigner de votre psy. Donc, vous m'envoyez un email, ça s'appelle sur mon mail ravyechia@hotmail.com. R-A-V-Y-E. De quoi? Oh, mais c'est facile, c'est mon prénom Yechia, Y-E-H-I-A, avec Rav devant, parce qu'il y avait un G au départ, mais je l'ai enlevé parce que ça faisait grave. Donc, ravyechia@hotmail.com. Juste, vous m'envoyez un mail, vous marquez programme. Vous recevrez un mail. Dans le mail, il y a des documents imprimés, il y a des cours en MP3 à télécharger, il y en a qui sont en vidéo, et il y a dans le corps du mail, il y a tout ce qu'il faut faire. Et vous le faites. Et au pire, vous serez mieux, au pire. Voilà, Chazak. Bon, maintenant, juste une bracha. Qu'Hachem vous accompagne dans tous vos choix, il vous éclaire, qui vous amène la joie, la simcha, la réussite, que vous ayez le bac avec plus que mention, et que vous ayez l'ambition de mettre de la kedusha dans votre vie en faisant cette année de séminaire, et après qui vous accompagne pour trouver la bonne personne au bon moment, sans Yetzirara, sans Tarboula, sans Traloued, moitié converti, moitié ta soeur, moitié ta mère. Ouais. Et que vous puissiez construire un Beit Ne'eman Be-Israël, Bigdusha, avec la Parnassa, que vos parents aient le shalom et la bracha pour vous accompagner, et que Bezrat Hashem, eh ben, j'ai jamais à vous recevoir en consultation de Shalom Baï. Amen. Par le trou de Rabbi Meir.